Alors, on va s'intéresser à une actualité passée plutôt inaperçue. Pourtant, c'est une actualité importante. Hier, mardi 4 octobre, c'était la journée mondiale des animaux. Et à cette occasion, plus de 450 universitaires en philosophie morale et politique de plus de 40 pays se sont réunis pour rendre publique la déclaration de Montréal. Et cette déclaration, elle dénonce l'exploitation animale injuste et moralement indéfendable, rappelant ce que la recherche en éthologie et neurobiologie dit des animaux. Pour en parler, nous avons avec nous Valérie Giroux. Bonjour Valérie Giroux. Bonjour. Alors Valérie Giroux, vous êtes philosophe, professeur associé à l'Université de Montréal et vous êtes avec nous depuis la ville de Montréal justement au Québec. Et je le précise, vous êtes l'une des initiatrices de cette déclaration. En effet. Alors cette déclaration de Montréal, elle dénonce l'exploitation animale, elle demande de cesser de voir les animaux comme de simples ressources à nos dispositions. Vous condamnez l'ensemble des pratiques qui supposent de traiter les animaux comme des choses ou des marchandises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ben oui, en fait, on se rend compte en philosophie morale que à partir du moment, en fait, les scientifiques nous ont montré, nous ont appris ou ont confirmé, disons, ce qu'on pouvait déjà deviner, que les autres animaux, les sont, pour un très grand nombre d'entre eux, en tout cas, sentients comme nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir les choses, faire l'expérience subjective de ce qu'on leur fait subir. Ils l'interprètent, ils perçoivent la façon dont on les traite de manière positive ou négative, si bien qu'ils peuvent subir donc des préjudices. Et qu'à partir du moment où un être est comme ça, sentient, eh ben, il a des intérêts, il a un bien-être, et que ben, la notion de bien-être, c'est au cœur de la façon dont on pense en général les obligations qu'on a les uns envers les autres, les obligations morales. Ce que nous disent donc les experts en éthique, c'est que le fait que les autres animaux ont comme nous un bien-être, c'est quelque chose de fondamental, de très important pour nous indiquer quelles sont notre responsabilité morale à leur endroit, nos responsabilités éthiques. Et que, ben, à partir du moment où un être est sentient, il a des intérêts, donc, des intérêts individuels, l'intérêt, bien sûr, à ce qu'on ne le fasse pas souffrir, ce qu'on a tendance à reconnaître en général. On a l'impression que on pense souvent qu'il est légitime d'utiliser les autres animaux pour nos fins, du moment qu'on essaie de ne pas les faire souffrir inutilement. Mais il faut se rendre compte que la notion de bien-être inclut aussi d'autres intérêts des animaux sentients, comme leur intérêt à ne pas perdre toutes les expériences positives dont ils auraient pu jouir s'ils étaient restés en vie. Donc, en les tuant prématurément, on contrevient également à leur intérêt, à leur bien-être, et ça nous prendrait une bonne raison pour justifier de discriminer, d'accorder moins d'importance à cet intérêt-là, simplement parce que il est celui d'un être qui n'appartient pas à une espèce biologique, à l'espèce humaine. Alors, on se rend compte, en tout cas parmi les philosophes, que une caractéristique comme l'appartenance à l'espèce Homo sapiens, ce n'est pas pertinent, en tout cas pour hiérarchiser les êtres entre eux d'un point de vue moral. Ça peut être pertinent pour nous donner des indications quant à ce que sont les intérêts des membres de certaines espèces, mais ça n'empêche pas le fait qu'à intérêt comparable, ben, il faut accorder a priori une égale importance. C'est un principe d'égalité fondamentale qu'on reconnaît bien, disons, en philosophie morale, en philosophie politique. D'ailleurs, nous avons tendance à l'oublier, mais nous aussi, les humains, nous sommes des animaux. D'un point de vue biologique, en effet, on n'en doute évidemment pas. On est des grands singes, des primates. Ça ne veut pas dire que tous les animaux se ressemblent. Hein. Il y a bien des intérêts qui sont différents qui varient au sein d'une même espèce, entre les individus et entre les espèces, sans doute aussi. Mais ce qu'on rejette, quand on rejette le spécisme, c'est qu'on rejette de discriminer non pas justement en fonction des intérêts de chacun, précis de chacun, mais pour une raison qui, comme ça, est arbitraire. L'appartenance à une espèce, la couleur de la peau, le sexe d'un individu, la couleur des cheveux, il y a pas ce sont pas des raisons de hiérarchiser les individus entre eux. Alors, a priori, faut accorder en fait une égale, autant d'importance aux intérêts comparables des uns et des autres. Ensuite, ça n'implique pas, non, encore une fois, une égalité de traitement. Il faut être attentif à ce que sont les intérêts particuliers de chacun. Vous avez parlé d'animaux sentients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que ça signifie ? C'est quelque chose d'ailleurs dont vous parlez dans la déclaration. Vous rappelez les avancées notamment en neurobiologie et en otologie qui décrivent ces animaux comme des individus sentients. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Qu'est-ce que c'est que la sentience ?
Oui, évidemment, au cours de l'histoire, il n'y a jamais personne qui a douté du fait que quand on marche sur la queue d'un chien, ben, il y a mal. Il éprouve quelque chose comme de la douleur. C'est pas une réaction à part peut-être Descartes qui a pu supposer que les animaux étaient comme des machines. On sait bien qu'il y a quelque chose comme un ressenti chez les autres animaux, mais disons que la communauté scientifique maintenant s'accorde pour le reconnaître, même si la conscience c'est quelque chose, c'est un problème, c'est quelque chose de très 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 difficile. On ne peut pas démontrer qu'un individu est conscient. En fait, on peut pas démontrer non plus qu'il y a quelque chose, qu'il existe quelque chose comme une conscience même chez l'être humain. C'est difficile, très difficile à démontrer scientifiquement, mais on a quand même suffisamment d'indices. Le comportement de fuite, par exemple, les expressions faciales, les cris, l'anatomie, évidemment, la façon dont on est, le fait d'avoir un système nerveux, par exemple, des récepteurs, qu'on est capable de nociception, qu'on a un système nerveux central et tout ces, en fait, l'accumulation, le cumul de tous ces indices-là nous donne d'excellentes raisons, disons, de supposer que la sentience, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif aux êtres humains, qui est même très répandu dans le monde animal. Et ça correspond à la capacité, je le disais tout à l'heure, là, de faire l'expérience, ressentir l'expérience consciente du monde, de ce qui nous entoure, de ce qui se passe en nous, de la façon dont on est traité. Et on accorde une valence à cela, un caractère positif ou négatif. Donc, on peut souffrir des choses, on peut consciemment, donc, et c'est ce qui fait en sorte qu'on a des intérêts personnels, des intérêts individuels qui sont très significatifs sur le plan moral. Dans cette déclaration, vous parlez également de spécisme. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quelque chose qui fait système, le spécisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce système que vous dénoncez? Oui, le spécisme, c'est un néologisme, un terme qui a été proposé dans les années 70 là, par Richard Ryder et repris par le philosophe Peter Singer. Et c'est un peu inspiré par les notions de racisme et de sexisme. C'est l'idée d'utiliser une différence un caractère en fait purement biologique qui peut ne pas exister ou ne pas exister en fait, mais qui nous permet de classer, de regrouper les individus d'une certaine manière, mais qui n'a aucune pertinence morale. Bien sûr, tous les individus peuvent être regroupés en fonction de n'importe quel critère. Je peux décider, par exemple, de découper le monde entre ceux qui ont les yeux verts et tous les autres. Ça ne nous dit absolument rien de ce que sont les intérêts des individus qui ont les yeux verts ou qui n'ont pas les yeux verts. Ça ne nous dit absolument rien de la valeur morale, du statut moral de ces individus-là. Il va falloir faire appel à d'autres caractéristiques pour hiérarchiser, par exemple, les individus ou décider que leurs intérêts à eux ne comptent pas ou comptent moins que ceux des autres. Et pour ça, on va avoir tendance souvent à se tourner vers des caractéristiques qui sont corrélées ou qu'on pense être corrélées en gros, à peu près aux espèces, comme les capacités cognitives sophistiquées. Alors, on va souvent dire, par exemple, que ben, les autres animaux, s'ils ont moins de valeur morale que les êtres humains ou si leurs intérêts comptent moins que les autres, ce ne sont pas en tant que tels parce qu'ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Ça, c'est juste une classification que nous proposent les biologistes parce que c'est commode de le faire. Mais on va soutenir que c'est parce que les autres animaux, en général, sont incapables de conscience de soi, de sophistiqués, qui sont pas aussi intelligents, qui sont pas capables de se projeter dans un avenir lointain, par exemple. Mais ce genre de capacité-là, ce sont des capacités psychologiques, certes, mais on le sait bien, on se rend bien compte dans les affaires humaines que ces caractéristiques-là n'ont pas plus de pertinence morale que les caractéristiques strictement biologiques. Si je suis moins intelligente que vous, par exemple, j'espère que vous reconnaîtrez que j'ai pas moins de valeur sur le plan moral, que j'ai les mêmes droits fondamentaux que vous, que mes intérêts, lorsqu'ils sont comparables, comme mon intérêt à rester en vie, à ne pas souffrir, à ne pas être empêché de faire ce que je veux par quelqu'un de manière arbitraire, ben ces intérêts-là comptent tout autant que les vôtres. Alors, je pense qu'on doit aussi écarter le recours, cette justification-là de la différence qu'on peut faire entre les individus. C'est une différence qui est spéciste, mais qui est aussi capacitiste, alors qui repose sur une différence dans les capacités qui n'ont pas de pertinence morale.
il y a des capacités qui en ont de la pertinence morale et celle qu'on estime en avoir le plus, c'est la capacité de ressentir les choses. Parce qu'un individu une entité ou un organisme qui ne pourrait pas faire l'expérience consciente du monde, c'est plus difficile d'imaginer que cet organisme-là, il pourrait avoir une autre source il pourrait avoir de la valeur pour d'autres raisons, mais disons que c'est difficile d'imaginer que cet organisme-là aurait des intérêts dont il faut tenir compte moralement, puisqu'il n'y a pas de conscience, on ne peut pas affecter, disons, comment il va se sentir, comment il va ressentir les choses. On ne peut pas vraiment lui causer, en tout cas, un tort dont il va souffrir subjectivement. Alors, la sentience, c'est une caractéristique qui, elle, semble avoir une très grande pertinence. Or, les êtres humains ne sont pas du tout les seuls qui sont pourvus de cette caractéristique-là, bien entendu. Et c'est pourquoi, au contraire, vous prenez une économie végane. Ben, c'est-à-dire que si on estime qu'on ne peut plus recourir aux critères de l'espèce humaine ni à celui des capacités cognitives les plus sophistiquées pour hiérarchiser les individus et ensuite pour ne pas accorder une égale valeur à leurs intérêts, au moins leurs intérêts fondamentaux en priorité, c'est-à-dire leur intérêt à ne pas souffrir, leur intérêt à ne pas être tué prématurément, leur intérêt à pouvoir exercer leur agentivité. Ben à ce moment-là, toutes les formes d'exploitation qu'on connaît et qui sont, disons, toutes les formes d'exploitation des animaux pour des fins humaines qu'on connaît devraient être abandonnées. Ça ne veut pas dire qu'on devrait renoncer à tout rapport avec les autres animaux parce qu'on peut avoir des relations justes avec les autres animaux, mais qui ne devraient plus être exploitatives, abusives, qui ne devraient pas reposer exclusivement sur nos intérêts à nous de faire du profit. On ne pourrait plus donc dominer les autres animaux, se les approprier, les asservir comme on le fait. Il faudrait les traiter comme des égaux au plan moral. Et donc, nos relations avec eux devraient être témoignées, disons, rendre compte de ce respect-là de leurs intérêts les plus fondamentaux. Alors oui, ça implique donc la renonciation à l'exploitation des animaux, ben, c'est le fondement du véganisme. C'est l'idéologie selon laquelle on ne peut pas traiter d'autres êtres sentients comme de simples ressources à notre disposition, comme des marchandises, comme nos propriétés. Alors, oui, ça implique à ce moment-là le véganisme et pour faciliter pour convaincre les gens de devenir véganes, d'adopter un mode végane dans leur vie personnelle, mais surtout, parce que la raison pour laquelle on voudrait faire ça, c'est d'en arriver un jour à changer nos institutions et à faire en sorte que les animaux qu'il ne soit plus possible d'exploiter les animaux de manière comme ça parce que c'est injuste. Eh ben, il faut qu'on facilite la transition en encourageant en effet l'économie végane. Mais justement, du coup, par rapport à ça, ça va être la conclusion, mais je vais un peu vous poser deux questions, une pour finir cette interview, mais pour bien comprendre votre motivation, la raison de cette déclaration, vous, en tant que philosophe, en tant qu'universitaire, quel est le rôle exactement pour vous de la recherche, des philosophes, de la philosophie, puisque là, vous intervenez en tant que tel sur ce sujet, pourquoi vous estimez important de devoir intervenir là-dessus, et puis... c'est un sujet dont on parle peu. Nous autres, par exemple, aussi, en tant que journalistes dans la presse, on a du mal à en parler. On a peut-être aussi, selon vous, un rôle à jouer à ce sujet. Et pourtant, on ne sait pas vraiment comment parler des non-humains ou s'intéresser à eux. Est-ce que c'est un sujet qui doit aujourd'hui dépasser ces cadres-là et faire l'objet d'une attention médiatique, d'une part particulière, et d'autre part aussi du monde de la recherche, de votre monde, celui de l'université, etc. Est-ce qu'on doit changer notre approche ? Ben, je le pense. C'est que, en fait, et bien entendu, on a plein de motivations de continuer de conserver ce privilège qu'on s'est injustement arrogé, d'exploiter les autres êtres sensibles parce qu'on pouvait le faire, parce que ça nous était profitable. Maintenant, on connaît donc tous les facteurs, tous les biais psychologiques qui nous amènent, par exemple, à sous-estimer les capacités psychologiques des autres animaux, à justifier notre comportement en se disant, on ne peut pas survivre, être en bonne santé sans consommer de viande, par exemple. On va se dire, l'économie va s'écrouler si on cesse d'exploiter les autres animaux. On va dire, c'est traditionnel, c'est ancré dans l'évolution de notre espèce, alors on n'a pas le choix c'est respectable, ça doit être moralement justifié.
Sauf que ces raisons-là, les gens qui développent une expertise en éthique, les philosophes moraux, quand ils les examinent de près, ben, se rendent compte que ce sont pas de bonnes justifications à l'asservissement des autres animaux. Et, et je pense qu'on doit reconnaître en dépit du fait qu'on a souvent tendance à penser que la philosophie morale ou l'éthique, c'est une question d'opinion personnelle, ben, je pense qu'il faut reconnaître j'espère qu'on peut reconnaître que ce n'est pas le cas. C'est un domaine de recherche comme les autres. Il existe quelque chose comme une connaissance scientifique dans le domaine de la philosophie morale. On peut analyser les arguments, les comparer les uns aux autres, les évaluer à la lumière des meilleures objections, et surtout que les philosophes consacrent beaucoup de temps, les philosophes en éthique animale consacrent beaucoup de temps à évaluer, à étudier les différents arguments. Alors, quand ils s'entendent comme les 450, comme la déclaration en témoigne sur le fait que l'exploitation des autres animaux est injuste, ben, je pense que ça vaut la peine, ça vaut le coup, oui, de se mettre à douter de la présomption qu'on a tendance à avoir, selon laquelle il est justifié donc d'utiliser les autres animaux pour nos fins. Il faut pouvoir se remettre en question et les médias ont effectivement un très grand rôle à jouer en donnant la parole toujours disons, en essayant toujours de donner la parole à ceux qui ont envie de justifier le statu quo et qui n'ont pas nécessairement consacré autant de temps d'énergie à étudier la question. Ben, on renforce parfois le statu quo, des préjugés qui sont pas fondés philosophiquement. Je vous remercie, Valérie Giroux. On va suivre les suites de cette déclaration. Je vous dis bonne continuation et bon Merci courage. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre dernier bulletin d'information de la journée, un bulletin d'information qui s'inscrit dans notre projet de Canal 24/7 qu'on tente d'imposer sur les box et la TNT. Mais ce projet ne peut se faire sans vous. Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance. Nous devons absolument atteindre l'objectif de 12 500 abonnements payants dans quelques semaines. Alors rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés. Prochain rendez-vous à 18h30 pour notre quotidienne de débat et de combat. Votre émission préférée, toujours debout. À très vite.